Madame, Monsieur, bonjour. La grogne interne s'est déportée dans la rue depuis hier à la police nationale. Les éléments exigent le départ du directeur général de la dite institution. Malgré l'appel du ministre de la Sécurité à reprendre le service, le mouvement d'humeur se poursuit. Échange à bâton rompu pour une sortie de crise à l'origine du problème. Les services payés rendus par la police nationale aux institutions privées. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Vive tension à Nadiagou et particulièrement dans la zone de chasse de Pamasud. Des échanges de tirs entre braconniers et des agents forestiers ont causé la mort de l'un des braconniers. En riposte, les familles des victimes ont saccagé et brûlé un campement et un poste forestier. Bilan actuel, un mort, 3 blessés et une quarantaine de personnes interpellées. Une issue toujours aussi incertaine à 4 jours de la présidentielle en France. 4 candidats au coude à coude selon les derniers sondages avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. Bienvenue à l'édition de la mi-journée. Des éléments de la police nationale manifestent leur mécontentement au siège de la compagnie républicaine de sécurité et cela depuis hier malgré l'appel du ministre de la Sécurité invitant à une reprise de service. C'est le statu quo qui est observé. Une de nos équipes a fait le constat ce matin. Faut-il le rappeler, en sus de la résolution du problème des services payés, des agents exigent le départ du directeur général de la police nationale. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer au micro de nos reporters, Moussa Ouedraogo et Nathalie Savadogo. Et selon le ministre de la Sécurité, le mouvement d'humeur aurait débuté depuis dimanche où des éléments de la police seraient passés le rencontrer à domicile en demandant le départ de leur directeur général. La pomme de discorde, nous vous le disions, les services privés mais facturés rendus par la police nationale aux institutions telles que les ambassades, les banques ou autres établissements financiers. Simon Comporé et une délégation ont rencontré les acteurs hier. Nous restons avec Moussa Ouedraogo et Nathalie Savadogo pour le compte-rendu. Face aux agents de police, le ministre en charge de la sécurité donne plus d'éclaircissements sur la rencontre tenue avec les éléments de police chez lui le dimanche 16 avril 2017. Il m'a été donné de comprendre en les écoutant que leur revendication première, c'est que j'enlève le directeur général de la police nationale, M. Talpara Lazare. Deuxième point, que les services payés, les instructions que j'ai données n'ont pas été exécutées. Sur la question du service payé, Simon Comporé a été clair. Des décisions ont été prises et actées par une circulaire pour remédier à la situation. La première décision, c'est de dire que jusqu'à ce que nous fassions la lumière sur les services payés dans les 13 régions du Burkina, je ne veux plus que pour un service payé, on soustrait quelque chose de ces services payés pour, soi-disant, fonctionnement, participer au fonctionnement du service. J'ai dit également plus de ponction, 10% pour constituer la caisse de solidarité. Deuxièmement, j'ai ordonné à l'inspecteur des services qui dirige 4 auto-inspecteurs de procéder à un travail de vérification dans toutes les 13 régions sur les services payés. Par conséquent, il invite tous les agents à reprendre service dès demain matin. Je suis venu ce soir pour leur dire là qu'ils font fausse route. S'ils ne vont pas, ça veut dire qu'ils refusent d'exécuter des missions à eux confiées. Et si un fonctionnaire, qu'il soit fonctionnaire de police ou autre, refuse d'exécuter, de travailler, bon, il sait les conséquences. Le représentant des agents n'a pas voulu se prêter à nos questions, malgré notre insistance. La raison, il ne veut pas être filmé. À Nadiagou, la tension est montée d'un cran après des échanges de tirs entre des agents forestiers et des braconniers surpris en pleine opération dans la zone de chasse de Pamasud, et cela dans la nuit du 16 au 17 avril.
Les tirs ont causé la mort d'un braconnier et la blessure de l'autre. Les proches des victimes en colère ont en retour saccagé et brûlé le campement Buffle Rouge et le poste forestier. Le bilan actuel fait état d'un mort et 3 blessés, dont 2 agents des campements de chasse. Mahamadi Savadogo pour le constat. Des manifestants envahissent le campement du Buffle Rouge de la zone cinétique de Paman Sud, située dans la province de la Kompienga. Tout serait parti de la mort par balle d'un présumé braconnier lors d'un échange de tirs entre agents forestiers et un groupe de présumés braconniers dans la nuit du 16 au 17 avril 2017. Avant-hier nuit, aux environs de 4 h du matin, il y a eu les agents qui étaient en brousse et ils sont tombés sur une équipe de braconnage. Les braconniers étaient au nombre de 2 et ils ont ouvert le feu sur les agents. 2 fois de suite. Les agents étaient obligés de riposter. Dans leur riposte, au bilan, il y a eu un mort. Nous avons aussitôt rendu compte à la hiérarchie et des mesures sont prises. Contre toute attente, malgré les démarches des chefs coutumiers, des leaders d'opinion, des OSC, il m'est revenu qu'ils sont allés brûler chez le vieux Lazare. Résultat, le campement de Buffle Rouge et le service environnemental de Nadiagou sont totalement partis en fumée. Vers 8 h, la population est revenue avec de l'essence pour brûler le campement. Il y avait des fusils même dans l'autre chambre là. On n'a pas pu enlever parce que ça nous a surpris de coups comme ça. On n'a pas pu enlever tout et rien. Même le congélateur, tout est brûlé. Hier là, ils sont venus à 20 h et ils ont commencé à brûler les cages rondes qui étaient au dehors là, plus les véhicules, 7 véhicules. La direction provinciale en charge de l'environnement de la Kompienga, qui était en proie à la verdict populaire, a été sauvée grâce aux interventions conjointes des forces de l'ordre et des populations. On dénombre 3 blessés, dont 2 dans le rang du personnel des campements. J'ai reçu 2 blessés aux environs de 11 h, du nom de Baro Boukari et de Kabori Salif. Et quand ils sont arrivés, immédiatement, on a essayé de lever l'urgence. On a pris d'abord le Baro Boukari qui semblait être trop blessé parce qu'il avait des déchirures au niveau de la tête et au niveau des bras. Et après, on a attaqué le deuxième malade. Lui aussi, il a eu une déchirure au niveau du cuir chevelure et au niveau du cuisse. Nous n'avons pas pu toucher les parents du défunt, ni le concessionnaire du campement. Une quarantaine de personnes ont été déjà interpellées et les enquêtes se poursuivent. Les responsables administratifs et coutumiers appellent les populations au calme et à la retenue. Une situation qui sera sans doute prise à bras le corps par le ministre de l'Environnement qui était au préalable dans l'Est. À Fadane Gourmand, le 13 avril, Nestor Bassière a touché du doigt les réalités du personnel des eaux et forêts et partagé les nouvelles orientations de son département. Le compte-rendu de la rencontre avec Aimé Douamba et Mahamadi Savadogo. Un face-à-face entre le chef du département en charge de l'environnement et ses collaborateurs de la région de l'Est. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis au corps des eaux et forêts de l'Est d'exposer leurs difficultés. Il s'agit notamment des problèmes liés aux occupations des aires protégées par les orpailleurs, de la question du braconnage et de l'insuffisance de matériel militaire spécifique. L'insuffisance du personnel. Nous sommes dans une région à vocation faunique. Et pour gérer ces aires de protection faunique, on a besoin de beaucoup de ressources humaines. Deuxièmement, il y a la question des moyens. Il faut les moyens pour pouvoir travailler sur le terrain parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir combiner la protection, mais également l'appui conseil pour le changement de mentalité des populations. À cette rencontre, le premier responsable en charge de l'environnement a présenté les nouvelles visions du ministère de l'économie verte aux agents de l'Est. Il a aussi pris connaissance des potentialités forestières et fauniques de cette région. Nous avons eu des échanges avec l'ensemble du personnel de la direction régionale. Nous avons pu comprendre dans quelles conditions et les difficultés en termes d'équipement, en termes de moyens pour pouvoir faire face au travail quotidien. Étant confrontés à un certain nombre de réalités, nous allons porter acquis de droit
les préoccupations posées, mais en les invitant pour l'instant à travailler avec le minimum afin de préserver notre environnement. Les membres de la délégation ont tour à tour prodigué des conseils au personnel des services de l'environnement de l'Est afin qu'ils puissent atteindre les objectifs assignés. Eux veulent être partie intégrante du processus de la mise en place de la phase 2 du programme national du secteur rural. Il s'agit des acteurs du monde agricole réunis au sein de la Confédération paysanne du Faso. Ils sont en atelier de renforcement de leurs capacités à Bobo-Dioulasso, Bilidou Bazongo et Karim Sissi. Mieux porter leur voix au processus d'élaboration de la phase 2 du programme national du secteur rural, tel est l'objectif des organisations professionnelles agricoles réunies ici à Bobo-Dioulasso. La Confédération paysanne du Faso compte par cet atelier outiller les acteurs du monde agricole au leadership afin de leur permettre de contribuer efficacement à la mise en place de ce nouveau programme agricole. L'évaluation de la première phase du programme national du secteur rural a montré des résultats mitigés. Et pour cela, on n'a pas pu boucler suffisamment de financement par rapport à cela et les acteurs de terrain n'ont pas été suffisamment impliqués. Donc cette fois-ci, pour que nous puissions arriver à des résultats tangibles et visibles, il va falloir l'implication des acteurs de terrain qui vont définir les grandes orientations sur lesquelles on voudrait que ces programmes-là s'appesantissent. Si on travaille pour le développement du secteur rural, c'est l'ensemble des acteurs, y compris qui apportent leur contribution. Ce n'est pas seulement le fonctionnement des ministères, ce n'est pas seulement les ministères qui doivent mettre les services techniques, mais c'est l'ensemble des acteurs. Cet atelier préparatoire de la participation des organisations professionnelles agricoles à l'élaboration des plans opérationnels de la phase 2 du programme national du secteur rural a vu la participation de cette région du Burkina Faso. Les hauts-bassins, le centre-ouest, la boucle du Moun, le sud-ouest, le centre-sud et le plateau central. Connaître les notions de base pour un meilleur vivre ensemble, et ils sont 3000 à aller à l'encontre de l'incivisme dans l'est du Burkina. Pendant 5 jours, le service national de développement a réuni les jeunes de Bogandé, Poliabré et Clarisse Ninkema. Venus des 7 communes de la province de la Nyanya, ces 300 jeunes renforcent leurs capacités sur le civisme et le patriotisme. Une initiative du Service national du développement SND qui vise à garantir une société paisible et sociale au Burkina. Quand vous prenez seulement les conséquences des actes de corruption, des malversations et tout, en définitive, c'est la jeunesse qui va payer les pots cassés justement de ces pratiques. Et donc, c'est de dire qu'à partir du moment où la jeunesse est la principale victime de l'incivisme, entendu sous cet angle, elle a un grand rôle à jouer, c'est de se lever, de s'organiser, de se battre, de refuser la corruption, de participer à toutes les luttes. Pendant 5 jours, les participants ont eu droit à des communications relatives aux actions civisme, aux valeurs de citoyenneté et au respect des droits humains. Nous sommes fiers de cette formation parce qu'on va avoir des connaissances qui vont beaucoup nous aider, nous, en tant que jeunes de la province de la Nyanya, afin qu'il y ait un changement dans notre province. Je suis déjà content, comme si j'étais déjà formé. C'est une occasion pour nous d'être sensibilisés et de servir notre pays, le Burkina Faso. Les organisateurs invitent les 300 jeunes à propager les acquis reçus pendant ces 5 jours à la communauté de base, en vue de mettre fin aux actes de violence et d'incivisme dans la région de l'Est. Voilà, 300 jeunes qui se familiarisent aux notions de base sur le civisme. La délinquance sportive, ça existe et la Fédération burkinabé de football veut y mettre fin à travers son comité exécutif. C'est d'ailleurs l'une des priorités du mandat actuel. L'acte 1 a consisté en un atelier qui s'est ouvert hier au siège de la Fédération à Ouagadougou. Les détails avec Jérôme Tiendrebeau. Le président Sékou Koné et les 5 membres de la commission d'éthique auront sans doute de la matière au regard de l'ampleur du phénomène de la délinquance sportive au Burkina. Nous avons mal vécu cette période où
un pseudo-formateur se livrait à des attouchements sur de jeunes garçons qu'il avait en charge d'éduquer. Ensuite, j'espère que ce n'est pas fondé, mais il nous revient que dans le milieu du football féminin, les pratiques de lesbianisme sont très développées et nous devons décourager au grand maximum ce genre de pratiques. Le président du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football n'a pas occulté les transferts opaques, les violences dans les stades et les trucages de matchs liés aux enjeux qui, comme on le dit souvent, tuent le jeu. Là, j'ai identifié pour moi 3 enjeux au niveau économique, au niveau politique, au niveau sportif, bien entendu. Je vais aborder un point sur les enjeux. Qu'est-ce que l'action de la Commission peut contribuer à renforcer au niveau des enjeux? Par la suite, je vais m'attacher à faire en sorte qu'au niveau de la Commission, les membres s'approprient véritablement la notion d'éthique. Nous allons donner des clés de lecture du code d'éthique de la FIFA aux membres. C'est-à-dire qu'ils auront le document in extenso. Moi, je vais simplement prendre les points les plus saillants et faire une présentation. Donc dire au niveau de la FIFA comment la commission marche, comment elle est organisée, comment on prend les sanctions. Au bout de 48 heures de travaux, la commission d'éthique de la FBF devra être bien outillée pour œuvrer à assainir le milieu du football au Burkina Faso. Le Festival des arts et de la culture du Sud-Ouest, à travers sa 2e édition, s'est ouvert le 16 avril dernier à Gawa. Un village dans la ville, c'est le thème de l'activité qui a été animée par les troupes burkinabées et ivoiriennes. Le reportage de Alassane Bani et Aboubakar Traoré. La troupe scolaire de Sampoli en prestation sur des mélodies du terroir du Sud-Ouest. L'honneur a été donné à ces jeunes d'ouvrir les bals de la 2e édition du Festival des arts et de la culture du Sud-Ouest. Un choix qui marque la volonté affichée de l'association Foyir dans la sauvegarde et la promotion de la culture des peuples du pays Lobi. De nos jours, on constate que la valeur culturelle au niveau de notre région est en voie de disparition. Voilà, donc étant jeune, je pense qu'on a jugé bon de mettre une association en place pour pouvoir regrouper cette région en culture et valoriser pour que la génération à venir puisse en profiter. Discours, prestations de troupes traditionnelles et d'artistes tradis modernes ont été les temps forts de ce festival culturel placé sous le thème « Un village dans la ville ». Une soirée culturelle qui a permis aux citadins de vivre pleinement leur culture. Et si chaque année, ces activités pouvaient se faire, en tout cas, ça serait un plaisir pour moi. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu, dit-on. Le premier responsable de la culture du Sud-Ouest promet donc accompagner l'association Foyir pour la pérennisation de ce festival. Cette association mérite un accompagnement et je sais que les prochaines fois, il y aura une panoplie d'activités. En plus donc des musiciens qu'ils sont en train de produire. En plus de ce festival, l'association Foyir envisage la construction d'un mausolée en la mémoire de Nani Palé, chanteur, compositeur, balafoniste et poète Lobi, dont la notoriété a traversé les frontières du Burkina Faso. En France, nous sommes à 4 jours de la présidentielle et le suspense reste intact. Issue toujours incertaine pour le premier tour, le taux d'abstention pourrait battre tous les records. Selon les derniers sondages, 4 candidats sont désormais au coude à coude en tête. Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec respectivement 23 et 22% d'intention de vote. Ils sont suivis de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, jamais l'issue du scrutin n'aura paru aussi incertaine, d'autant que dimanche, le taux d'abstention pourrait battre tous les records. Difficile aussi pour les électeurs d'Ivoire clair. Selon le dernier sondage IFOP fiducial, 4 candidats seraient désormais au coude à coude. Avec les marges d'erreur habituelles, tout reste donc possible. La tendance actuelle donne toujours Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du premier tour avec 23 et 22% des intentions de vote. Ils sont désormais talonnés par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche radicale.
Mais François Fillon, le candidat des Républicains, résiste lui aussi. Crédité de 19%, il reste bel et bien dans la course. Ce n'est pas le cas du candidat socialiste. Benoît Hamon est désormais relégué à la 5e position avec seulement 8% des intentions de vote. Très loin derrière, 6 autres candidats vont se disputer dimanche les voix des Français. Parmi eux, 2 anticapitalistes et 2 candidats souverainistes. À ce stade, les intentions de vote ne les créditent pas plus de 4% des voix. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan. Le député maire de Hyères chasse sur les terres de François Fillon et de Marine Le Pen avec un discours anti-européen. Philippe Poutou, le candidat anticapitaliste, culmine à 3%. Il s'est forgé une belle notoriété sur les réseaux sociaux après ses apparitions à la télévision. Avec 1% des intentions de vote, Jean Lassalle se veut le candidat de la France des terroirs. Il fait jeu égal avec le souverainiste François Asselineau. Quant à Nathalie Arthaud, la candidate communiste, elle part de très loin. Elle se dispute le plus faible score avec celui de Jacques Cheminade. À 75 ans, c'est le doyen de tous les candidats de cette élection présidentielle. En Israël, près de 100 000 prisonniers palestiniens incarcérés ont entamé la grève de la faim lundi dernier. Ils réclament un minimum de droits légitimes en vigueur dans les autres prisons, tels que l'accès au téléphone ou les visites de famille, doléances rejetées par le ministre israélien de la Sécurité, d'où la colère de près de 1500 Palestiniens qui ont manifesté à Gaza. À l'appel d'un chef palestinien condamné à perpétuité pour terrorisme, près de 1100 prisonniers palestiniens détenus en Israël ont entamé lundi une grève de la faim. Ils réclament de meilleures conditions de détention, mais mardi, le ministre de la Sécurité intérieure a rejeté leur demande. Dans un entretien accordé à la presse israélienne, Gilad Erdan a justifié sa décision au motif que les prisonniers étaient des assassins et des terroristes. Nous sommes en contact avec ces prisonniers, explique ce porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a absolument aucune raison qui justifie cette grève de la faim, dit-il. Si les prisonniers veulent obtenir de meilleures conditions, ils doivent soumettre leurs demandes et les autorités israéliennes décideront si quelque chose peut être modifié ou non. Cette Palestinienne se plaint de ne pas pouvoir voir son mari plus souvent. Elle craint pour sa santé. Ce que les prisonniers réclament n'est pas excessif, justifie cet homme dont le frère est détenu. Il demande le minimum de droits en vigueur dans les autres prisons, comme le fait d'avoir accès à un téléphone public et d'avoir des visites régulières de leur famille. Ce sont des droits légitimes. Lundi à Gaza, quelques 1500 Palestiniens ont manifesté leur soutien aux prisonniers et à leur leader, Marwan Barghouti, incarcéré depuis 2002. 6500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs, sont actuellement en détention en Israël. Le jugement du soldat français accusé de pédophilie est en question dans les parutions du jour, ainsi que la grogne des policiers. Une lecture faite pour vous par Aimé Solange Guigma. Mouvement d'humeur des CRS à propos des services payés apprend-on dans les quotidiens du jour. Les agents de la compagnie républicaine de sécurité qui assure la sécurisation des établissements privés veulent avoir plus de clarté dans la nature des contrats qui les lient avec ces structures, indique l'observateur Palga. En sus, ils réclament la tête du DG Notre Sidoya. Simon Compaoré tente de calmer le jeu, souligne aujourd'hui au Faso, en les invitant à reprendre le travail, précise le pays. Mais cela n'empêche pas le quotidien de se poser la question de savoir où va l'argent des services payés de la police nationale. En tout état de cause, il faut éteindre le feu pendant qu'il est temps, car, remarque-t-il, les mutineries de 2011 ont aussi été provoquées par les magouilles de la hiérarchie. Il faut donc régler au plus vite cette question de la police, suggère l'Express du Faso. Écho du terrorisme au Burkina, le quotidien indique que Malam Ibrahim Dicko veut rejoindre l'État islamique. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso félicite les forces spéciales Barkhane
qui ont donné la réplique à ces terroristes à travers l'opération Panga et qui ont pourchassé et étalé sur le sable 10 d'entre eux. Les journaux du jour indiquent par ailleurs qu'un soldat de ces forces spéciales Barkhane, accusé de pédophilie, est actuellement en jugement à Paris. Pour un procès pour l'exemple, il faut que c'en soit un, espère le pays, car, dit-il, cette affaire de mœurs qui avait défrayé la chronique à l'été 2015 à Ouagadougou avait choqué plus d'un eu égard au très bas âge des victimes, des fillettes de 3 ans et de 5 ans. L'observateur Palga lui espère que les juges de Paris sortiront l'artillerie lourde contre ce militaire indigne. Rendez-vous à 20h pour le prochain développement de l'actualité et à 18h pour le flash d'information. Excellente suite des programmes sur la RTV.